Bienvenue à vous les amis pour ce début de saison 3. On commence calmement, on commence même, je pourrais dire, par le commencement, parce qu'il y a un an, un peu plus d'un an, un an et 4 mois, parce qu'il faut être tatillon sur les, sur les chiffres, on est précis. J'accueillais, pour ce renouveau un peu de la saison 2, j'accueillais Occam Razor, comment vas-tu? Et je t'appellerai toujours Occam, tu sais. Moi Occam, moi j'aime bien Occam, tu vois. Comment vas-tu? Non, mais si tu veux le faire à l'anglaise, pas de souci. Occam je vais bien, et toi? Bah, voilà, écoute, Occam Razor. Écoute, ça peut aller, le temps est plutôt beau actuellement, il fait nuit. Je sais, voilà. J'ai fait des études en météorologie. T'as étudié la météo de la nuit, donc en gros. Ah ben j'étudie tout ce qui est la nuit, un peu tout ce domaine, quoi, tu vois, la nuitologie, quoi. Le manque de soleil. C'est ça. Le fait de se réveiller à 20h, des choses, tu vois, de la vie, quoi. Oui, on connaît tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 3, mais surtout le premier épisode de Que sont-ils devenus? Parce que tu sais, maintenant, Intervenant Canap, c'est un peu devenu une multinationale, on va pas se le cacher, y a des moyens, donc il y a plusieurs émissions, enfin tu te rends compte, on ne sait plus où ça va s'arrêter. C'est le premier épisode de Que sont-ils devenus, du coup, un peu reparler vite fait du concept, mais c'est pas non plus le concept novateur de l'année. Le but, c'est de réinterviewer des gens qui sont déjà passés pour voir où ça en est. Tu comprends un petit peu le concept, ça va? C'est pas ça. Oui, va, oui, tout à fait. J'ai dû faire ma tup pour trouver ça. C'était compliqué. Donc, on va revenir un peu sur, du coup, j'ai pris à peu près la même période que depuis la dernière interview. On va revenir sur à peu près les 1 an qui se sont écoulés et surtout ce qui va se passer pour l'avenir ou ce qui se passe, ok? Ouais. Là, tu es ok, c'est bon. Est-ce que tu es attaché? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que tu es bien installé? Ouais, j'ai mis ma ceinture, t'inquiète, allez, vas-y, roule. Ok, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va parler un peu de ce qui a, des concepts qui ont émergé un peu, ok? Parce qu'il y a toujours, bien sûr, tes concepts que tu avais déjà, les pitchs, les mythos. Moi, j'aimerais d'abord m'intéresser. Bon, on va pas forcément faire les concepts qui sont arrivés dans l'ordre, ok? Moi, je vais prendre un peu, tu vois. C'est toi qui as les commandes, je te laisse. C'est ça. Mais heureusement que j'ai ta permission, j'ai eu peur. Je t'avoue, j'étais pas serein. Humour, professionnel. On va commencer par. C'est toi qui as le doigt sur le bouton, donc tu peux couper. À tout moment, je peux t'éjecter, mais ça, tu ne le sais pas. Voilà, c'est ça. Il y a aussi un siège éjectable, du coup. Et je t'ai dit que maintenant, c'est Intervenant Canap Enterprise, tu vois, il y a les moyens. On va commencer par Codex. Alors, pourquoi... tu commences vraiment par la fin, ouais. Mais bon, par la fin, pas oui et non, mais j'ai envie, je sais pas pourquoi ça m'a, c'est un des choses qui m'a attiré, tu vois, j'ai envie de savoir qu'est-ce que Codex, qu'est-ce que c'est, quoi, raconte-moi un peu. Pour situer, pour ceux qui connaissent absolument pas ma chaîne, Codex, c'est l'avant-dernière émission que j'ai faite, si on considère Creatube, c'est l'avant-dernière émission que j'ai lancée sur ma chaîne, et le principe, pour résumer très, très grossièrement, le principe c'est que je parle d'une technologie d'un jeu vidéo pour expliquer comment elle fonctionne, mais avec un angle assez particulier. C'est-à-dire, en fait, en gros, au lieu de juste essayer de trouver une raison scientifique qui fait que, par exemple, les champignons de Mario pourraient lui permettre de grandir, etc. En fait, toute l'émission est faite comme si j'étais le patron d'une énorme entreprise qui s'appelle donc Codex, qui est un peu une entreprise à la Aperture Science, donc le côté un peu justement grosse entreprise de conception et de recherche en développement en sciences et en technologie. Et que c'est l'entreprise en fait qui a réalisé toutes les technologies de tous les jeux vidéo sur commande. En fait, donc en gros, elle a reçu des commandes pour le premier épisode qui était celui justement sur les champignons de Mario. Le principe c'est qu'en fait c'est le royaume champignon qui a commandé ces 3 bonus, enfin ces trois éléments à la Codex. Et le principe, c'est que donc, dans l'émission, le patron de l'entreprise, le dirigeant principal, donc qui s'appelle Jonathan Exe, le patron de l'entreprise, en fait, est obligé d'expliquer pour les archives, parce qu'en fait, c'est les mecs des archives qui lui demandent ça. Il est obligé d'expliquer, en fait, en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour cette commande, qu'est-ce qu'on lui a demandé au départ, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment scientifiquement ils ont réussi à mettre le principe. Et le tout en montrant des exemples sous forme de pictogrammes, de petits personnages qui bougent, et en même temps des fausses images d'archives, des fausses vidéos d'archives, etc. Et aidé par une petite intelligence artificielle qui s'appelle Z, et qui est en gros un peu comme le rapport justement entre Cave Johnson et GLaDOS de Aperture Science. Là, c'est un peu le même rapport, sauf que là, c'est Jonathan Exe et Z de la Codex. Okay. Donc en fait, le but, c'est vraiment de mélanger un peu... ça sera que à chaque fois des univers un peu jeux vidéo, parce que j'ai vu, t'as fait Super Mario,
Oui. J'ai vu, il y a eu Zelda. Ça va toujours tourner autour du jeu vidéo, en fait. Ça va toujours être, c'est vraiment centré sur le jeu vidéo. Donc j'essaie. Là, le but c'est de pas trop s'éparpiller non plus, parce que sinon on va croiser beaucoup trop de choses. Donc là, le but c'était vraiment uniquement centré sur le jeu vidéo. Et c'est quand même avant tout de l'humour. C'est-à-dire c'est pas du tout sérieux. C'est pas fait pour vraiment expliquer. Attends, comment scientifiquement vraiment le champignon pourrait marcher. Non, ça on s'en fout. C'est vraiment juste plus pour la déconne, avec un humour qui est généralement assez noir, mais centré sur le côté justement. Parce que voilà, Jonathan Exé, en un sens, il a aucune morale, mais comme un vrai pur capitaliste le serait en fait. Donc en gros, c'est un mec qui a chose pour la science, pour l'argent et aussi pour le fun un petit peu. Mais le fun, le côté justement un peu, qu'est-ce que ça fait si on tire les pattes d'une fourmi, tu vois, ben, c'est un peu la même chose en fait. Il aime bien s'amuser à ça. Et du coup, il est un peu sur le côté, bon ben, ok, le champignon, on veut que ça fasse grandir les choses, on veut que ça fasse grandir quelqu'un. Alors plutôt, on va pas se faire chier. Enfin, plutôt que de faire juste que le champignon il fasse grandir la personne, on va plutôt faire rétrécir l'entièreté de la population. Et ensuite, le champignon, il va juste servir à redonner la bonne taille au mec qui va le bouffer. Voilà, il te sort ça avec un cynisme monumental. Et c'est là où va se jouer justement tout l'humour de cette émission. Ok, donc c'est vraiment l'idée de prendre un univers de jeu vidéo, par exemple. Bon, là, t'as fait Super Mario Zelda, mais ça pourrait être, voilà, je sais pas moi, Assassin's Creed. Bon, c'est un peu Assassin's Creed, je pense que c'est un peu compliqué vu qu'il y a déjà Ubisoft, enfin, il y a déjà Abstergo un peu qui est dans cette idée-là, du coup, dans le jeu. Oui, bah justement, ça pourrait être ça avec une commande d'Abstergo qui aurait fait une voilà, commande par exemple. à la Codex. Voilà, c'est vraiment le but, en gros. Tu prends un univers de jeu vidéo et tu le mets dans un humour un peu, on peut dire, à la bureau noir, en gros, c'est-à-dire un peu qu'est-ce que les grands patrons font, etc. Enfin, dans le sens dans un monde pas imaginaire, mais tu vois ce que je veux dire, un peu un monde genre dans une grande tour de bureau, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est même justement, c'est effectivement à la fois le côté déshumanisé entre guillemets du capitalisme. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis entre guillemets, le côté déshumanisé du capitalisme, et en même temps le côté déshumanisé presque d'un scientifique fou. C'est-à-dire, il a ce côté, on peut tellement aller à fond. Alors là, sur le coup, c'est très inspiré de GLaDOS, parce que GLaDOS, c'est comme ça aussi qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'elle fait les choses pour la science, et comme c'est un robot à la base, du coup, elle a quasiment aucune morale. C'est un peu le même principe que Jonathan, sauf que Jonathan, c'est encore, entre guillemets, c'est encore plus drôle parce que c'est un humain en fait. C'est juste que c'est vraiment un peu psycho sur les bords. Il est juste psycho. En gros, il n'a aucune considération pour les humains. Donc ouais, c'est vraiment en mode comme en gros le grand patron qui a pas vraiment d'âme, enfin qui a pas vraiment d'empathie, quoi. En gros, c'est ça le but. C'est que faire pour avoir le plus d'argent, etc. Enfin, c'est vraiment en fait, tu critiques. Et encore, c'est même pas forcément là. Oui, après. Oui, non, mais voilà. En gros, c'est une critique du capitalisme via des univers de jeux vidéo pour un peu dédramatiser quand même le truc. Oui. Après, je vais pas non plus aller dire que c'est enfin, disons que la critique du capitalisme, elle est en second plan, mais en fait, si on en cette vidéo, on le retrouve assez souvent, ça. Mais c'est vraiment en toile de fond. C'est-à-dire, j'irai pas dire, regardez, c'est une émission qui critique le capitalisme, parce qu'au final, c'est pas tellement le but. Mais c'est parce que le but, c'est juste de déconner là-dessus. Donc c'est vraiment en toile de fond. Mais après, c'est surtout parce qu'avant tout, Jonathan Exé, en fait, s'il veut juste que les projets soient rentables, c'est pour pas se faire emmerder justement par les comptables, par la comptabilité de son entreprise, en fait. Parce que dès s'il commence à pas gagner assez d'argent, les mecs viennent l'emmerder, donc il peut pas créer ce qu'il veut. Donc du coup, il fait ça pour pouvoir ensuite derrière pouvoir s'amuser à faire vraiment les projets tels qu'il les veut. Et surtout faire, entre guillemets, avancer la science. C'est aussi ce qu'il aime lui, c'est justement aller le plus loin possible dans la science, au détriment de la morale, du coup. Je vois. Donc c'est vraiment, tu considères un peu comme pour l'instant, c'est un concept annexe, tu trouves, ou t'as envie de le mettre plus en avant, ou quelle part ça va prendre sur ta chaîne, en fait? Bah, là, sur le coup, de toute manière, là, j'ai une année complète. Cette année, il est à part égale avec Mythos et Brainstorm. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura autant d'épisodes cette année de Codex que de Brainstorm que de Mythos. Il y en a un en plus pour Histoire du Soir et 4 en plus pour Pitch. Ok, je vois. Donc en fait, ça va être, on va dire, équivalent avec tes autres concepts qu'on peut dire. Pour l'instant, de toute façon, je considère que toutes mes émissions sont à peu près au même plan. Pitch étant légèrement en avant parce que c'est mon émission, c'est ma première émission, donc par conséquent, et c'est l'une des, donc pour l'instant c'est celle qui est la plus mise en avant. Mais les autres sont à peu près équivalents. Après, on va voir, ça va dépendre de comment l'année va se terminer. De comment
de toute façon, tu peux pas prévoir l'avenir, mais en fait, ça dépendra de comment ça se goupille. C'est ça. Après, c'est une émission que moi j'aime beaucoup faire parce que le format déjà tel que je l'ai pensé est plutôt pratique en termes d'animation et de graphisme. Ça permet on va dire c'est beaucoup moins chronophage que d'autres émissions que je fais. Et même d'un point de vue humour, j'aime beaucoup l'écrire en fait. Cette émission, elle est finalement assez facile à écrire. Et du coup, c'est une émission que j'aime bien. Et même d'un point de vue cynique, de toutes mes émissions, celle qui a le plus de potentiel de ramener des gens sur ma chaîne, parce que ça parle d'un jeu vidéo, tu vois, donc du coup... Oui, et puis c'est vraiment côté, c'est simple à comprendre, et en plus cette touche d'humour, donc c'est vraiment ce côté simple et efficace en gros. C'est ça. Bon, alors simple... Oui, non mais, attention. On va dire par rapport à ce que je fais d'autre, simple. Non, mais c'est vrai que par exemple, quelqu'un qui tombe... je sais pas, sur Mythos ou... Enfin, tu sais, sur des choses beaucoup plus denses, peut-être qui... Mythos, par exemple, faut vraiment... Mythos, c'est impossible. Mythos, personne qui tombera sur une de mes vidéos, à part la première, ne sera attiré. C'est ça, c'est-à-dire que ça se suit, en fait, si tu veux. Donc c'est vrai que, par exemple, le Codex, on peut regarder... Bon, un peu comme Pitch, mais Codex, c'est vraiment... On peut regarder tous les épisodes, n'importe dans quel ordre, n'importe lequel, etc. un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, c'est beaucoup plus libre dans le visionnage. Oui, c'est mieux d'avoir quand même vu la première juste pour le contexte, mais après normalement c'est pas, même si tu tombes sur une autre, tu peux comprendre normalement. Et après effectivement il n'y a pas de fil rouge, c'est-à-dire que si tu regardes après passer la première, si tu regarderas la 4, la 3, etc. Il n'y a pas de continuité directe. Je te propose qu'on passe un peu à une autre émission qui s'est créée dans ces 1 an. T'as quand même fait beaucoup de choses en 1 an, on va pas se le cacher. T'as été très productif, c'est vrai. Ça veut dire que tu vas être encore plus productif. Là, cette année, ça va être c'est une émission par semaine, donc enfin c'est une vidéo par semaine, donc. On va continuer un peu sur, pas dire annexe, mais tu vois tous les concepts que t'as autour de Pitch et que t'as créé du coup en plus, et que t'as créé dans ces 1 an. On va parler. Ça tombe bien, les deux ont été créés en fait presque en même temps et juste à peu près dans les mêmes eaux que notre interview en fait juste après je crois que c'était. On va parler de l'histoire du soir et on va parler après de Brainstorm. Donc d'abord parle-nous un peu d'histoire du soir rapidement. Ouais. Alors Histoire du soir en fait, bon déjà donc pour dire ce que c'est, Histoire du soir c'est une émission où un père, enfin ou en tout cas un mec, un homme raconte une histoire à une petite fille. Donc tu as un dialogue justement entre cet homme et cette petite fille où en fait il va lui raconter une histoire qui est assez connue. Donc le premier épisode c'était celui du petit chaperon rouge, et ensuite il y a eu les 3 petits cochons, il y a eu date, etc. Donc il y en a eu différents comme ça, sauf que à chaque fois c'est l'histoire qui est racontée. C'est une version totalement glauque et totalement noire de l'histoire d'origine, mais dans le sens où ça n'est même pas forcément, on va pas aller chercher la première version, parce que par exemple on pourrait dire, si tu racontes la toute première version de Cendrillon, elle est effectivement noire et beaucoup plus glauque, avec les sœurs à la fin qui se coupent les doigts de pied pour pouvoir entrer dans les chaussures, etc. Donc l'histoire originale était comme ça, mais c'est même pas ça en fait. Le principe de l'histoire du soir, c'est que juste je prends l'histoire d'origine et je la raconte à ma sauce en changeant plein de trucs. Je garde juste un petit peu le tronc initial, avec effectivement ça va être le fil rouge. Donc par exemple avec le petit chaperon rouge, c'est le fil rouge, il est très connu. Donc c'est une petite fille qui se voit donner un panier par sa mère, et elle rencontre en chemin le loup. Voilà, c'est un peu ça le fil rouge standard du petit chaperon rouge. Sauf que là, tel que c'est raconté, on a un cas de figure où la mère en fait est totalement dépressive parce que son mari s'est fait tuer par un tueur en série avant, et que la grand-mère en fait elle est en tôle parce que elle-même elle a assassiné des gens à coups de chevillettes et de bobinettes. Donc en fait c'est que des trucs comme ça, et le loup dérivé de ce style-là. Donc c'est un humour, c'est entièrement pour l'humour. C'est pas du creepypasta ni rien, tu vois, c'est un humour noir. Oui, c'est vraiment c'est un humour noir, quoi. Par exemple, j'avais vu, moi je me souviens surtout du Corbeau et le Renard, avec ce côté un peu, je crois que c'était Corbeau qui était un peu en mode, tu vois, entrepreneur ou homme d'affaires, je sais plus, tu vois. C'est un avocat, véreux. Voilà. En fait. Donc, toujours, en fait, tu mets en ces contes qui datent de plusieurs centaines d'années, un peu dans notre monde aussi à nous, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Bah là, justement, dans le Corbeau et le Renard, on parle de YouTube, justement, parce que le Corbeau, comme c'est un avocat véreux, il vient
justement, parce que alors si je dis, je précise, si je dis du coup que le corbeau est un avocat, c'est parce qu'en fait c'est Maître Corbeau. Du coup c'est pour ça que c'est un avocat en fait. Et du coup, là, dans cette histoire, il doit venir défendre une entreprise qui confectionne des t-shirts parce qu'ils se sont rendus compte que les employés travaillent dans des conditions ignobles, et que en fait, les t-shirts étaient faits à partir de la peau des employés. Et du coup, il y a un mec qui avait filmé tout ça et mis sur YouTube. Et donc voilà, et du coup, ça avait indigné Twitter. Donc en gros, voilà, ça part dans ce tu veux dérivé-là. vraiment, en fait, ces contes-là, s'ils étaient actuels, s'ils se passaient dans notre monde, qu'est-ce que ça pourrait donner en gros? Parce que souvent, en plus, c'est non, dans des mondes. pas forcément. Non, Pas non, mais je veux forcément, dire, parce que si, en fait, c'est même ce que je veux pas- dire, c'est que si c'est, enfin, qu'est-ce que l'adaptation de ces contes-là à notre époque pourrait donner en humour noir? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que, parce que forcément, en fait, quand tu mets, je sais pas, le Chaperon Rouge ou quand tu mets d'autres contes à notre sauce, on va dire moderne, en fait, au final, la plupart du temps, ça donne un peu ce côté humour noir, tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, enfin, le Chaperon Rouge, on trouve ça pas très glauque parce que c'est dans un monde un peu imaginaire, enfantin, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après ça dépend parce qu'on parle souvent du Petit Chaperon Rouge, la version la plus édulcorée, parce que la version d'origine du Petit Chaperon Rouge est pas très très saine, tu vois. Dans Chaperon Rouge, enfin, c'est vraiment l'idée de, il y a une question de tueur en série, il y a une question enfin, il y a vraiment toute cette question enfin, qui pourrait être actuelle en fait, qui aurait pu être une vraie histoire entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ce côté un peu réaliste, on peut voir ça comme ça, mais ouais, non, j'irai quand même pas du côté du réalisme, parce que je peux te dire que parmi les histoires qui vont arriver, il y en a qui sont vraiment totalement surréalistes. C'est juste, non, sur le coup, c'est vraiment juste c'est le noir pour le noir, quoi. C'est vraiment. C'est un peu de l'humour un peu genre vicieux, c'est-à-dire tu rigoles vu ce qui arrive aux gens, tu vois ce que je veux dire, ou pas vu ce qui arrive aux personnages. Là, c'est totalement ça, quoi. C'est effectivement totalement ça. C'est un peu presque du Happy Tree Friends, mais avec d'autres ressorts humoristiques que le gore. Il n'y a pas que le gore non plus. Parce qu'il y a d'autres ressorts plus simples, etc. Et c'est notamment aussi soutenu par le fait que justement il y a le dialogue entre ce mec et la petite fille, et du coup elle a un côté très candide justement quand elle parle avec lui, et du coup elle se fait surprendre par ses histoires, et en même temps tu sens au fond d'elle qu'elle est pas si innocente, mais elle a l'air innocente, donc du coup ça crée aussi ce décalage, et ce avec les dessins, parce que le tout en fait est présenté avec justement comme si c'était en fait un livre, ce qu'on appelle les pop books, tu sais, les livres qui s'ouvrent et qui se déplient avec des trucs à tourner. Oui, c'est ça me rappelle un peu ça, ça me rappelle un peu les pop books, mais genre humour noir un peu. Le côté crade. Et puis pour l'anecdote, en fait, je me suis inspiré du film Babadook, The Babadook, pour ce livre en fait, qui a un graphisme très proche de ça, et justement il y a un pop book dedans aussi, donc du coup je me suis inspiré de ça pour le faire. Et du coup en fait j'avais sorti du coup la première itération à la fin de l'été, je crois. Du coup ça avait été en fin juillet, je crois, non en fin août il me semble. Et après bon je me suis dit hop, le format il me plaît bien, donc du coup je l'ai poursuivi. Mais de toute façon, en gros, pour le futur de ce format, comme tu as dit, c'est un peu comme Codex, c'est-à-dire que tu le considères dans les formats un peu annexes que tu fais aux mêmes doses que Codex, Brainstorming, etc. En gros, c'est ça. Ouais. Mais si jamais je devais justement, on va dire, retirer un certain nombre d'émissions, je pense qu'elle ferait partie des émissions que je conserverais, parce que c'est une émission qui plaît beaucoup. Que j'aime beaucoup écrire aussi, parce que sur le coup, cette émission, généralement quand je l'écris d'une traite. Pour pitch, je fais un synopsis avant des idées, et après je les mets en scène. Après je fais les scénarios pour relier les idées. Alors que Histoire du soir, généralement je commence au début et je termine à la fin. En fait, j'écris d'une traite. Ça permet de sortir justement des trucs au début. Je sors les trucs et puis je fais ok, je vais partir là-dessus. Puis généralement ça dérive, et après on retombe justement sur une conclusion toujours plus aberrante, quoi. Enchaînons un peu sur Brainstorm, si tu veux. Brainstorm, pareil, ça a été lancé à peu près j'avais revérifié au même zoo qu'Histoire du soir. C'était la vidéo qui suivait la première d'Histoire du soir, c'était une vidéo Brainstorm, en gros. La première Brainstorm. Ouais. Raconte-nous un peu ce concept, qu'est-ce que c'est, etc. Rapidement. Mais en fait, Brainstorm, au départ, c'était vraiment très clairement. Je cherchais un format d'émission qui pouvait être potentiellement moins long à faire que les autres, pour pouvoir aussi combler, entre guillemets, combler les moments justement où j'avais pas le temps de faire un pitch ou une histoire du soir. Parce qu'en gros, là pour dire, pitch, normalement, si on prend vraiment du début à la fin, pitch, on est plus facilement sur des 9 jours
de travail. C'est une centaine d'heures à peu près, un pitch. Un pitch standard, parce que là je parle même pas des pitchs qui font 10 à 15 minutes, tu vois. Mais un pitch standard, c'est une centaine d'heures. Donc du coup, en faire un par semaine, du coup, c'est impossible parce que ça rentre pas. Histoire du soir, on est plus sur du 5 jours, à peu près 5-6 jours. 5-6 jours, pareil, donc du coup on est sur les 70 heures à peu près, hein, 70-75. Et du coup, je cherchais un format qui soit du coup plus court et plus rapide à produire pour pouvoir justement alterner, c'est-à-dire en gros pouvoir potentiellement un pitch, un format court, une histoire du soir, un format court, et etc. Alterner du coup pour pouvoir avoir un rythme d'une vidéo par semaine. D'ailleurs, en final, c'est un peu la même envie que tu as eu avec Codex, même si bon, tu travailles Codex, mais c'est un peu ce côté. Qu'est-ce que je pourrais faire qui me prend pas 150 heures, quoi. C'est ça, même si au final Codex, ça reste là à l'heure actuelle, c'est pas loin du même nombre d'heures que Histoire du soir, Codex. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu le ranges un peu dans Histoire du soir, Brainstorming et Codex. C'est vraiment t'alternes en fait les trois, et Brainstorming, ça se met en mode le truc en plus entre les deux que tu peux mettre, quoi. C'est ça. Enfin, au début, c'était prévu comme ça. Oui. Ça a un peu changé, mais au début, c'était effectivement prévu comme ça. Et en fait, c'était une idée que j'ai eu depuis très très longtemps, parce qu'en fait, quasiment dès le 4e mois après avoir démarré ma chaîne et mes pitchs, j'avais en tête de faire une émission qui effectivement s'appelait Brainstorm et qui était sur le concept de mélanger en fait un ensemble de 5 mots pour à chaque fois, à chaque fois donner une idée à partir de 2 des 5 mots en fait. Et du coup, j'ai fini par le faire la première fois, donc pendant le fameux été. Et du coup, quand j'ai commencé à l'écrire, au début, c'était pas du tout prévu pour être drôle. En fait, c'était juste prévu. En gros, le but, c'était juste de faire des sortes de pitch light. C'est-à-dire, en fait, t'avais 5 mots. Tu faisais en fait. Donc, pour expliquer par rapport à cette émission, c'est en gros, on part de 5 mots. Et en gros, on va tous les mettre par paire. Donc, en gros, on aura 10 paires au total. Et pour chacune des paires, on va avoir une petite réflexion, en fait, une petite réflexion accompagnée d'un dessin. Et à la fin, on a une réflexion qui prend l'ensemble des 5 mots. Et donc au début, quand j'ai commencé à l'écrire, c'est vraiment juste, en fait, en gros, voilà, on prend les 2 premiers mots, et puis la toute première paire que j'ai faite, c'était justement, je crois, c'est pluie ou météo, je sais plus. Je sais plus non, c'est orage, c'est ça, orage et fraise. En fait, c'était orage. C'était orage et fraises. Et au début, là, j'avais juste fait la réflexion. Ok, en fait, il pleut des fraises. Voilà, donc du coup, j'avais fait une petite réflexion. Voilà, si vous imaginez. En fait, c'est un peu un pitch, mais très rapide, quoi. Au départ, c'était pensé comme ça, en fait. En fait, tu voulais que ça soit. Au départ, tu voulais un pitch édulcoré, quoi. Alors, pas édulcoré, mais light. Non, mais je veux dire plus. Voilà. Oui, non, mais light. Enfin, quand je dis édulcoré, voilà, c'est-à-dire vraiment un pitch, mais format rapide, quoi. C'est ça, donc c'était vraiment un ensemble ça aurait été un ensemble de 10 petits, vraiment très très courts pitch, et à la fin une sorte de pitch résumé de tout le bordel. Et normalement, en fait, comme à chaque fois il s'est accompagné d'un dessin, tu devais à la fin dézoomer pour avoir une forme générale. Quand j'ai commencé à l'écrire et que j'ai commencé à faire les trucs, je me suis dit ouais, mais ça va être chiant en fait. Ça va être chiant parce qu'on s'en branle d'avoir des vagues idées, même si ça peut être intéressant, mais globalement ça ne va pas attirer grand monde d'avoir juste ça. Du coup, je me suis dit si au lieu de faire une réflexion standard, si on faisait pas une blague en fait, c'est-à-dire à chaque cumul on faisait une blague. Donc c'est pour ça que la toute première, au lieu que ce soit juste il pleut des fraises, j'ai fait en fait vous imaginez s'il pleuvait des fraises, et puis si jamais il fait froid, du coup il pleut des fraises chantilly. Par rapport au fait que quand il fait froid, du coup il y a la neige, et du coup la neige c'est la chantilly. Donc voilà, à chaque fois c'est une petite réflexion. Alors bon, les blagues sont plus ou moins drôles, ça dépend, parce que à chaque fois il faut en écrire 10, tu vois, donc parfois tu bloques un peu, donc tu fais je vais trouver un petit ressort comique qui va marcher pour certaines personnes, on va dire. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à l'écrire de manière humoristique. Et c'est pareil, à la fin, du coup, le résumé général des 5 mots, c'est aussi une blague, mais qui va contenir dans la manière dont je le raconte, les mots en question. C'est ce qui permet du coup d'avoir quelque chose qui au moins est un peu drôle quand même à voir. C'est une sorte de zapping, de réflexion drôlatique, en quelque sorte. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que normalement, il y a une sorte de double ressort humoristique, à la fois la blague en elle-même, et en même temps le fait que ça sorte de ces deux mots. Donc par conséquent, quand tu vois le truc, tu te dis qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme blague avec ces trucs, quoi. J'ai vraiment l'impression que dans tes nouveaux formats, ceux qui sont créés sur l'année, t'as toujours ce côté, on va parler après du dernier qui est pas là-dedans, mais t'as toujours ce côté quand même humour, tu vois ce que je veux dire ? Oui.
On Ouais, a ouais, l'humour l'humour là un peu créatif entre guillemets avec Brainstorm. On a l'humour noir avec Histoire du soir. On a plus l'humour, même si c'est un peu humour noir, c'est plus l'humour, tu vois, Codex, c'est absurde. comment dire, Il y a un côté absurde, un peu voilà. absurde quand même. Voilà, un peu surréaliste. Mm. C'est vrai que t'as cette intention un peu, t'as eu cette intention en fait de beaucoup plus faire de l'humour sur ta chaîne, non? Ouais, mais à la base, justement, j'aime beaucoup faire de l'humour. C'est juste que quand j'avais fait Pitch, justement, c'était pas prévu pour être humoristique, parce que si j'avais mis de l'humour, en fait, en un sens, ça aurait, si ce n'est décrédibilisé, en tout cas, ça aurait vachement atténué le message que je voulais transmettre, qui était je vous donne le pitch d'une invention. Donc si j'avais mis de l'humour par-dessus, soit ça serait pas passé, et dans ces cas-là, ça serait tombé à plat à chaque fois, donc dans ces cas-là, ça aurait servi à rien. Soit ça serait passé, mais à ce moment-là, ça aurait pris le dessus sur ce que je vous raconte. Pour ça que dans les pitchs, il y a quasiment jamais d'humour, en fait. C'est pas fait pour ça, en fait. Mais à la base, j'aime beaucoup écrire sur l'humour. Et donc, par conséquent, c'est pour ça, effectivement, que j'ai sorti ces formats-là. En sachant qu'effectivement, c'est pareil. Mythos, à la base, c'est pas fait pour être drôle non plus. Maintenant, il y a vraiment ce côté, depuis un an, t'as vraiment développé une partie de ta chaîne qui, bon, après, c'est des catégories différentes de l'humour, on l'a vu, mais ça a vraiment ce côté beaucoup plus soft dans l'humour, c'est-à-dire plus léger. Moins prise de tête, c'est vrai, voilà. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus léger, en tout cas, c'est plus facile à regarder. T'as envie de poursuivre là-dedans, peut-être plus, pas plus que Pitch ou quoi, mais t'as envie de pousser dans cette idée d'humour dans différentes formes? À la base, oui, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est ce que je préfère écrire, en fait. Donc par conséquent, oui, si j'en ai les moyens, j'ai envie de poursuivre effectivement là-dedans. Pour finir sur Brainstorm, pour on va dire l'importance du format sur la chaîne, c'est comme on a dit, c'est au même titre qu'en gros Histoire du soir et Codex, tu veux vraiment alterner en fait les trois, quoi, entre un gros pitch, un mythos, etc. Tu veux vraiment alterner ces petits formats. Je parle vraiment dans la durée, hein, parce que c'est pas parce qu'une vidéo fait 5 minutes qu'elle fait pas 100 heures de travail, mais je veux dire, Histoire du soir, Brainstorm, tout ça, c'est entre 5 à 8-9 minutes pour Codex, tu vois. Donc c'est vrai que ça reste beaucoup plus court, condensé que que Mythos ou Pitch, par exemple. Tout à fait. Après, là, Brainstorm, à l'heure actuelle, c'est celui qui me prend le moins de temps à produire. Même si, alors quand je dis le moins de temps, voilà, il faut toute proportion garder, c'est-à-dire que c'est quand même au moins 4 jours. Mais voilà, donc en gros, c'est une cinquantaine d'heures pour un Brainstorm. C'est ce qui est le plus, c'est à l'heure actuelle ce qui est le plus léger. Parce que justement, notamment parce qu'il n'y a pas vraiment d'animation, c'est juste des dessins qui sont révélés. Même si sur les derniers, et notamment ça peut se voir sur celui qui est sorti aujourd'hui, donc après, bon, le 11 novembre, donc par rapport à quand tu sortiras ta vidéo, ce sera plus aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire. Celui qui est sorti donc le 11 novembre, donc j'ai mis beaucoup plus d'animation au niveau de la caméra qu'avant. Les tout premiers Brainstorm, c'était vraiment juste, on avait la caméra qui se déplaçait d'un dessin à l'autre, et après c'était juste le dessin qui se révélait. Là, j'ai vraiment cherché à animer beaucoup plus la caméra, même renforcer l'humour, c'est-à-dire aussi, en plus de l'humour tel qu'il est raconté par le narrateur, parce qu'à chaque fois c'est soit un narrateur qui le raconte, soit c'est un dialogue, des trucs comme ça. On a aussi la rythmique qui est soutenue par les mouvements de caméra, etc., pour avoir ce format-là. Je vois, ouais. Donc en plus, juste pour finir là-dessus, tu veux vraiment maintenant, avec le dernier, rendre la caméra peut-être moins statique, en gros, un peu moins, beaucoup plus fluide. Tu veux vraiment, même un peu avoir cette impression comme si c'était un peu le spectateur qui bougeait la tête, en gros. C'est complètement ça. En fait, même plus que la caméra devient acteur. Ouais. Ouais. Alors sur le coup, Creatube, c'est vraiment le format, contrairement à tous les autres formats où vraiment, à la base, mes autres formats, c'est des trucs qui étaient pensés très longtemps à l'avance. Le pire, c'était Codex. Codex, je l'avais écrit et je l'ai fait 1 an plus tard. C'est-à-dire que pendant 1 an, il était écrit en fait, et je l'avais pas fait, et j'attendais, etc. machin, et je l'ai fait 1 an plus tard. Dans tous les cas, d'une manière générale, dès que je veux faire un nouveau format, je le pense vraiment très longtemps à l'avance
pour bien le soigner, pour que la première version qui sorte soit vraiment déjà ce que ça va être par la suite, ce que ça va rester. Et là, Creatube, c'est la seule émission que j'ai sortie presque sur un coup de tête. En fait, le truc, c'est que ça venait de la volonté de partage. C'est-à-dire que je regarde notamment beaucoup Antox, donc évidemment tu connais Antox Colaboy, et notamment par rapport à mes chers abonnements. Et lui, il expliquait beaucoup, il disait souvent que le problème, c'est que les gens préfèrent la haine et que c'est pour ça qu'ils ne regardent pas assez mes chers abonnements. Il y en a moins qui regardent mes chers abonnements que mes chers non-abonnements. Moi, j'ai jamais trop été d'accord avec cet argument-là. Je pense pas que les gens préfèrent la haine. Mais c'est surtout qu'en fait, moi, je pense que c'est une erreur de penser que les gens préfèrent qu'on dise du mal, parce que si tu regardes par exemple les crusts de Karim Debache, où il parle d'un film en bien, sont tout aussi drôles et intéressantes que celles où il parle d'un film en mal. Ouais, ce qui est bien dans Chroma, c'est que la plupart du temps, il trouve aussi des points positifs. Ou Chroma. Oui. Ouais, ou Chroma, mais c'est qu'il trouve souvent des points positifs, ou même il trouve toujours quelque chose à sortir du lot, même dans un film. C'est surtout qu'en fait, ce qui est important, est-ce que Karim Debache faisait dans Crost et fait maintenant dans Chroma, c'est qu'il fait de l'analyse. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il va se moquer d'un moment mal fait du film, ou au contraire parler d'un truc spécifique, etc. Mais globalement, il va en faire une analyse. C'est-à-dire qu'en fait, il va, après, et ça se voit encore plus avec Chroma, c'est-à-dire qu'en fait, il va le mettre en parallèle du cinéma, et il va en fait en tirer une analyse, donc en tirer quelque chose qu'on peut penser, ce qui va permettre de penser le cinéma, en fait. Déjà, il part de l'idée, qu'est-ce que le cinéma, qu'est-ce que l'art, Donc déjà, il essaye de définir un peu qu'est-ce qui est considéré comme cinéma ou pas cinéma, et il essaye vraiment de dire, au final, qu'on aime ou pas un film, on est personne pour dire c'est pas du cinéma ou etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'au final, on s'en fout qu'il ait bien aimé ou pas un film. C'est-à-dire, moi sur le coup, les chromas de Karim Debache, j'ai autant aimé celui où il parle de Gremlins qu'il a beaucoup aimé, et celui où il parle par exemple de celui avec l'espèce d'extraterrestre un peu chelou qui était justement un repompage de E.T. qu'il a détesté. Mais parce qu'au final, il fait autant de blagues dans l'un que dans l'autre, et il tire une analyse tout aussi intéressante dans l'un que dans l'autre. Donc limite qu'il aimait ou pas, on s'en fout, quoi. Tu vois, ce qui est important, finalement, c'est la vidéo en elle-même. C'est qu'en fait, je regardais mes chers abonnements d'Antox, et c'est vrai que j'ai un peu de mal encore avec ce format-là, le format de mes chers abonnements, parce qu'effectivement, je pense qu'il lui manque encore un petit truc pour l'instant. Il y en a certains qui sont cool, mais pour l'instant, j'ai encore du mal à accrocher à mes chers abonnements. Et du coup, ce qui fait que généralement, quand je les regarde, mais je les regarde comme une publicité. Hein. Parce qu'en gros, je sais qu'il va dire du bien de la chaîne, parce que le truc s'appelle mes chers abonnements. Donc en gros, il le fait pour parler de la chaîne. Donc par conséquent, moi, je le regarde parce que il est en train de me parler d'une chaîne. Donc connais peut-être pas, ou alors que je connais mais que je m'y suis jamais intéressé. Il faut être disposé psychologiquement pour faire cette démarche-là. Il faut se dire à ce moment-là, ok, je me pose, entre guillemets, j'ouvre mes chakras, ou en gros, je me mets, voilà, en gros, je me mets dans des dispositions pour regarder ça, et surtout vraiment être prêt à écouter tout ce qu'il va dire. Et du coup, ça demande un effort. Psychologiquement, ça demande un effort de faire ça. C'est pas quelque chose que tu vas faire instinctivement, d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Parce que de base, c'est pas vraiment comme ça qu'on est conçu. On est conçu pour, à la base, aller vers ce que l'on connaît. C'est pour ça que YouTube, en plus, le pire, c'est que YouTube, sur ce que tu dis là, c'est très flagrant dans le sens où plus tu regardes certaines choses, plus on va te recommander ces choses-là. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est ce qui fait le succès des clowns tueurs, etc. C'est qu'en fait, les gens justement, plus ils regardent de vidéos de clowns tueurs, et plus ils sont habitués à ça, et plus ils vont prendre entre guillemets du plaisir, ou en tout cas plus ils vont être facilités psychologiquement à aller en voir d'autres, parce que ils ont déjà, au niveau de leurs neurones, ils ont déjà creusé un chemin qui est lié à ça en fait. Donc par conséquent, c'est super facile derrière pour eux de continuer. C'est normal, c'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup, à l'inverse, justement, s'ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ils vont avoir un retrait par défaut. Parce que c'est comme ça, à moins que ce soit des personnes qui ont travaillé justement qui ont fait un travail sur eux-mêmes pour que du coup tout ce qui est nouveau représente pour eux quelque chose d'attirant. Mais ça vient pas naturellement, c'est quelque chose qu'il faut avoir travaillé. Mais d'un point de vue naturel, on n'est pas disposé à aller vers quelque chose de nouveau.
Et c'est le problème en fait pour moi de mes chers abonnements, c'est qu'en fait du coup il faut être dans une disposition où il faut faire l'effort pour aller le voir. Et ça c'est un problème en fait, tu vois, il faut faire un effort pour aller voir une vidéo. Ça veut dire que forcément elle marchera moins bien qu'une vidéo. En fait, Créatube, c'est l'idée de simplifier cette démarche. Et c'était un peu ça en fait, c'est-à-dire qu'en fait je m'étais dit, ce serait quoi en fait un format qui demanderait moins d'efforts? Ce serait quoi un format où tu pourrais faire potentiellement de la pub ou présenter des chaînes nouvelles, mais sans qu'il y ait ce côté justement, qui est ce côté effort psychologique d'approche. Et c'est comme ça que du coup j'ai eu l'idée du zapping de Créatube. Ah, je précise, pardon. Alors je précise, je tiens quand même à préciser qu'il ne s'agit absolument pas de pointer quelque chose que Antox ferait mal. Que pour moi, c'est juste là, je dis à l'heure actuelle, c'est plus l'idée. L'émission. Ouais, c'est plus l'idée que toi, comment tu le fais autrement. C'est-à-dire que t'es même pas en plus dans la, on va dire, dans la catégorie que fait Antox. T'es vraiment dans l'idée. Je suis absolument pas un YouTuber critique. Moi, c'est pas du tout. Non, toi, t'es vraiment dans l'idée. Au final, Créatube, tu me dis si je me trompe, c'est vraiment laisser les YouTubeurs en soi faire leur pub naturellement via leur contenu. Voilà, c'est effectivement totalement ça. Parce qu'effectivement, du coup, pour revenir là-dessus, du coup, qu'est-ce que je m'étais dit? Bon, mais qu'est-ce qui pourrait potentiellement attirer facilement les gens? Et du coup, j'ai pensé au zapping, parce que je sais pas si tu as connu à l'époque, mais il y avait A Link to the Past Week, qui était fait par qui était fait par justement des mecs de Nesblog. Et en fait, c'était un zapping de vidéos qui parlait du jeu vidéo sur Internet. C'est comme ça, et comme d'une manière générale, comme tous les zappings, c'est quelque chose qui se regarde et qui... Un zapping, tu peux le regarder en disant je vais m'intéresser aux vidéos pour aller ensuite voir ceux qui l'ont fait. Et ça c'est le côté je fais un effort. Mais c'est aussi le truc que tu peux aller voir en disant je vais déconnecter mon cerveau et pendant 5 minutes, je vais juste voir un enchaînement de vidéos potentiellement cool. Et voilà, et ça va s'arrêter là, quoi. Et tu peux le regarder vraiment sans même réfléchir. En fait, le but, c'est vraiment de t'effacer au profit des youtubeurs que tu veux vraiment. Ah là, je suis en fait totalement. Ta chaîne, c'est un peu, pour cette vidéo, c'est un peu un hub, et en fait, tu montres en plus, c'est vraiment sans aucune musique, sans aucune voix off, rien du tout. Tu laisses vraiment les vidéos parler d'elles-mêmes, en gros. Bah, c'est ça, parce que de toute façon, le problème qu'aurait la voix off, c'est qu'on retomberait sur ce que fait Antox. C'est-à-dire, on retomberait sur le fait d'expliquer. Alors, je dis Antox parce que c'est le plus connu, hein, mais il y en a d'autres qui font ça. Mais en gros, c'est le fait de justement d'expliquer pourquoi c'est bien, etc. Et en gros, du coup, à partir de là, si tu dois expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi la chaîne est bien, etc. Du coup, on retombe sur le fait que les gens doivent t'écouter, doivent être attentifs à tes arguments. Et à moins que du coup tu accompagnes tout ça de plein d'un montage ou alors de beaucoup d'humour ou de beaucoup de ressorts, du coup ce que commence vraiment à faire Antox dans ses mes chers abonnements, du coup, c'est qu'il en rajoute de plus en plus d'humour pour aussi capter et conserver l'attention. C'est ce qui permet, donc du coup il commence à se rapprocher de Karim Debache à ce niveau-là. Mais du coup à moins de faire tout ça, du coup on retombe sur le même problème qui est que du coup les gens doivent faire un effort. Et donc si tu retires tout ça, là dans ces cas c'est juste un simple zapping, et c'est les gens qui ou pas font le choix d'aller voir derrière. S'ils vont pas voir, tant pis, c'est pas grave. Mais il y en a potentiellement un certain nombre qui vont aller voir. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ce côté s'effacer pour donner place aux gens. Tu vois, c'est vraiment ce côté au final Créatube. Quand tu enlèves un peu cette étiquette OK Brother, ça pourrait être sur n'importe quelle chaîne, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est vraiment ce côté qu'en fait c'est une autre façon de voir le partage de chaîne que par la critique. Parce que le problème en fait dans la critique, et bon ça c'est pas une critique de la critique, c'est surtout des fois beaucoup de gens essayent de chercher les points négatifs pour faire rire ou pour faire, tu vois ce que je veux dire? Même dans les partages, tu vois. Souvent, bon, soit c'est des, enfin, tu vois, c'est souvent ça le problème en fait. Là, c'est vraiment l'idée. Oui, après, c'est pas forcément bon. C'est pas ce qui est. Non, mais attends, c'est pas comme j'ai dit dans le partage, etc. Comme je l'ai dit, c'est pas mon but. Je fais pas une critique des critiques. Je dis juste en quoi, tu vois. Ce qui est intéressant vraiment avec Créatube, c'est vraiment ce côté. Au final, c'est un peu le contenu pur et dur du youtubeur qui va ou pas amener des gens en fait. C'est ça, mais surtout qu'en plus potentiellement les gens vont peut-être y aller parce qu'ils vont se dire putain cette chaîne elle a l'air cool, ou ils vont peut-être y aller en se disant ah ouais cette vidéo elle a l'air cool, donc du coup ils vont pour voir la suite. Ouais.
voilà, ils vont juste regarder la vidéo, mais ils vont peut-être pas s'abonner à la chaîne. Ça va dépendre. Parce qu'il y a même certaines chaînes de Créatube, certaines chaînes qui sont pas énormes, qui sont pas à 100% des chaînes, ce qu'on va appeler des chaînes YouTube, dans le sens où j'ai mis quelques vidéos de personnes qui en fait étaient des motion designers, qui mettaient certaines de leurs productions sur YouTube, mais ils s'en servaient plus comme un CV, tu vois, un CV ou un book présenté à des gens par la suite, que comme une chaîne YouTube avec des abonnés. Donc par conséquent, lui par exemple, on peut s'abonner à sa chaîne, mais il faut pas s'attendre à ce que ce soit quelqu'un qui va produire un contenu régulier, parce que c'est pas son but. Mais par contre, il a quand même des vidéos intéressantes, donc par conséquent, il y a même, sans même s'abonner forcément, un like ou alors le partager, voilà, ça peut être des trucs aussi comme ça. Et le truc, c'est que dans tous les cas, la réflexion par rapport à Créatube, on était un certain nombre à le faire, y compris peut-être potentiellement quelques youtubeurs plus connus, tu vois, parce que là, moi, pour l'instant, j'ai abonné, tu vois, donc globalement, je rapporte à peine 200 abonnés à ceux à qui je fais de la pub. Donc quand le mec a moins de 100 abonnés lui-même, bon, là, dans ces cas-là, effectivement, ça lui fait plaisir. Mais quand le mec est à 5000, 7000, bon, je suis content de lui apporter 200 abonnés, mais bon, c'est pas ça qui va changer sa vie. Mais par contre, là où je voulais en venir, c'est que si on était nombreux à le faire, y compris des youtubeurs plus connus, ben ça pourrait potentiellement en fait créer un cercle vertueux dans YouTube. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que là, on n'est pas en mode Créatube. Vous pouvez m'envoyer vos vidéos ou vos chaînes par mail ou par Facebook ou par Twitter si vous le souhaitez. Et donc du coup, il faut que le passage soit impactant. Il y a un côté quand même un peu publicitaire, mais l'essence même de la publicité, tu vois, c'est-à-dire le côté on montre juste et il faut que ça suffise en fait, tu vois, c'est rien dire, juste on montre. Et c'est pour ça que du coup, je montre aussi plus souvent des clips que d'autres vidéos, et que je montre quasiment jamais de vidéos de personnes qui font des explications pédagogiques, en fait, tu vois, qui parlent de la science ou des machins comme ça, parce que souvent les gens qui font ça, en fait, les vidéos sont intéressantes sur la durée. C'est assez rare qu'on ait un passage qu'on puisse isoler et qui fasse mouche, tu vois. Il y a peu de money shot entre guillemets dans ces vidéos là, un format qui est rapide à faire. C'est-à-dire que moi vraiment c'est un format, quand je l'ai réfléchi, j'ai fait mon template, et maintenant, comme j'ai dit, c'est 2 heures. Le seul truc qui est un peu long, c'est de chercher. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire sur les 2 heures, c'est chercher les vidéos, extraire les passages intéressants. Dans les 2 heures, je mets pas la recherche des vidéos quand même. Je veux dire, quand je te dis chercher les vidéos, je veux dire extraire le passage le plus intéressant. Là, c'est ça, voilà. Tout à fait. Après, généralement, par contre, demander quand même aux gens de leur demander en fait l'autorisation. La plupart d'entre eux, j'ai eu une seule fois un refus, mais c'était un mec c'était un japonais, et en l'occurrence le mec quand même, on va dire, le mec est, même s'il a pas beaucoup d'abonnés, il est connu parce qu'il a fait une vidéo qui a beaucoup buzzé à l'époque, et du coup il y avait un problème de droit d'auteur sur sa vidéo, il me l'a refusé. Mais sinon, quasiment on me dit toujours oui. Bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de Créatube, hein, tu me dis si je me trompe. Non, on est bien là, je pense. On est bien, je pense qu'on est bien. On est bien. On finit, comme je t'ai dit, ça fait quand même, on finit un peu, ce qui est bien, parce qu'on finit on a parlé d'humour, on a parlé un peu de durée, etc., de travail, mais là on finit sur une petite note d'espoir. Tu vois ce que je veux dire? Un peu, the new hope, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu levez-vous, mes frères. C'est ça, résister. Ou alors, prenez des enfants, ça fait... Non, mais, ou alors prenez des enfants, ça fait aussi pas mal de vues, hein. Je veux dire, on peut créer avec des enfants, hein, par exemple. Je veux dire, alors, justement, ça c'est un truc intéressant, c'est que par exemple, dans un de mes précédents Créatube, j'ai mis l'extrait d'une vidéo d'un mec, c'est un prof d'histoire, qui fait parler ses élèves d'histoire et qui anime leurs dessins. Donc, c'est intéressant. C'est un exemple. Tu peux faire quelque chose de très créatif et très intéressant entre guillemets avec des enfants. Faut pas retirer la phrase du contexte, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, dit comme ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais attention, dit comme ça peut être pris à confusion, oui. Je veux dire. Je pense qu'en tout cas, ce qui est intéressant à finir là, pour vraiment clôturer, on peut quand même dire qu'en un peu plus d'1 an, vraiment, t'as vraiment axé sur l'humour et surtout les concepts un peu annexes au pitch. C'est-à-dire que t'as vraiment rempli cette case que tu voulais remplir, je pense. Je parle pas en termes de temps de travail, mais vraiment en termes de format, c'est-à-dire beaucoup plus de formats que tu peux faire autour des pitchs pour combler, en fait. C'est ça, enfin, combler, pas dans le terme péjoratif, attention, mais plus dans le terme pour donner
du contenu intéressant à tes abonnés en fait, c'est ça. Oui. Enfin, effectivement. Comme je veux dire, c'est pas comblé dans le sens péjoratif, c'est vraiment l'idée. T'as vraiment réfléchi. C'est plutôt, je pense que c'est plutôt le terme changer que j'aurais tendance à mettre. C'était juste brainstorm qui était prévu pour effectivement combler, comme tu dis, des moments où j'avais pas le temps de le faire. Mais les autres, c'était plus vraiment pour pouvoir justement changer de format et ne pas faire que des pitchs. Même si malgré tout, je continue les pitchs et je les continue fortement puisque ça reste l'émission qui est la plus faite à l'heure actuelle. Et les mythos aussi, je les continue. J'ai même fait justement un mythos très long en début d'année avec Janonymous, justement à ce moment-là. Donc, vraiment pour finir, même un peu, bon, je sais pas comment on fera dans les prochaines que sont-ils devenus, mais pour rester un peu dans les interviews dans le canap, pour faire la transition doucement, on va finir avec, je sais pas si tu te souviens du mot de la fin, je sais pas si je te l'avais fait à toi à l'époque, mais voilà, la scène est à toi, tu as un mot à dire pour finir toute l'interview, enfin là c'est pas vraiment une interview, c'est plus, voilà, que sont-ils devenus, mais voilà, pour finir toute l'émission, tu as un seul mot. C'est les gens, tu vois, ils vont aller dormir, ils auront ce mot dans la tête, ils iront aux toilettes, ils auront ce mot dans la tête. C'est parti, c'est à toi. Show must go. Allez, on va dire cette fois-ci rhododendron.